Depuis quelques années, nous remarquons qu'une certaine conscience humaine semble avoir enfin manifesté sa volonté de mettre un terme à la folie de la démesure dont l'espèce humaine semble atteinte, faisant le constat que tout ne va pas si bien dans ce monde. La politique de croissance sans limite, de développement et de richesse accumulée par une minorité qui ne redistribue pas le fruit du travail de tous, répond-elle à la quête du bonheur de vivre? À l'écoute enfin des doléances des victimes de cette politique expansionniste et des grondements de la terre qui ne peut plus subvenir aux nécessités de la vie, un souffle de raison se lève et des hommes et des femmes se mettent en demeure d'écrire une charte de la terre. Faisons une pause et réfléchissons ensemble. Le préambule de cette charge nous situe à un moment déterminant de l'histoire de la Terre, annonciateur d'un futur très inquiétant, mais aussi très prometteur, pour une nouvelle société que nous devons préparer. Pour ce futur, la reconnaissance de l'interdépendance de toutes les formes de vie en maintient le fragile équilibre que l'humanité ne pourra pas se permettre longtemps de rompre. Nous devons reconnaître qu'au milieu d'une grande diversité de cultures et de formes de vie, nous formons une communauté humaine spécifique, partageant une destinée commune. Sommes-nous prêts à reconsidérer la notion de richesse et de développement? Sommes-nous prêts à enseigner à pratiquer le respect des biens communs du vivant, éléments constitutifs de la vie? Sommes-nous prêts à admettre que ces biens communs du vivant ne sont pas des marchandises, pas plus que des biens économiques? Mais quels sont donc ces biens communs dont nous parlons? Pour essayer de répondre à cette question, je vous propose une réflexion que je partage avec des hommes et des femmes concernés et soucieux de l'avenir d'une société actuellement en mal de vivre. Reconnaissant que la limitation des ressources est une préoccupation commune au peuple de la Terre, sommes-nous prêts à reconsidérer en premier lieu nos rapports avec les 4 éléments constitutifs de la vie? L'eau. L'eau à l'origine de la vie, justement, non seulement pour l'homme, mais pour tout le vivant et pour la Terre elle-même, l'air, que nous ne commercialisons pas, et encore, mais que nous devons protéger de toute pollution sous le risque du dérèglement climatique. La terre nourricière, à l'usage du vivant et de l'homme qui l'a divisée en parcelles, dans un esprit de possession qui nous a amenés à l'exploiter à outrance. Le feu et le soleil, qui diffusent la chaleur et la lumière nécessaires à la photosynthèse et aux sources de notre énergie vitale. Compte tenu de ces 4 éléments vitaux, il faut distinguer les biens communs de notre vie collective qui nous construisent en société commune. L'humanité est une espèce qui vit en société et qui est fondamentalement concernée par l'autre. Pour ma part, après avoir vécu le maquis, la résistance, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le destin m'a ouvert un chemin parmi les grands de ce monde, côtoyant les décideurs. J'étais à La Haye en 1948 avec François Mitterrand, Churchill, pour la construction de l'Europe unie. Mais à l'époque, je rêvais d'une Europe des peuples, du respect de chacun dans leur diversité, allant à la rencontre des uns et des autres, non pas dans un esprit de domination et de concurrence, mais pour échanger, construire ensemble un monde de paix. Il y a 5 jours, nous avons célébré le 8 mai, pour le jour de la libération. Je me souviens encore des paroles de François ce 8 mai 1995, pour les 50 ans de l'anniversaire dans son discours à Berlin. Depuis mon enfance, disait-il, on nous a appris que les Allemands étaient nos ennemis héréditaires. Ennemis, peut-être, mais avant tout, nos frères. Car nous, les résistants français, nous ne faisions pas la guerre aux Allemands,
mais au nazisme. Après la guerre, j'ai vu, avec émerveillement, l'arrivée intempestive de l'automobile, des machines, des grands immeubles. C'était le rêve de la croissance, les 30 glorieuses, disions-nous. À l'époque, nous voulions aller toujours plus vite, encore plus loin, être modernes, construire des grandes villes. Les fils de paysans, attirés par cette modernité, ont déserté les campagnes, abandonné leur culture. Et peu à peu, on a vu venir les limites de ce modèle. Le déséquilibre social et la surexploitation de la nature se sont installés pour alimenter ces grandes villes voraces et énergivores, lumineuses jusqu'à l'éblouissement, mais certainement écrasantes, pour ceux qui subissent malgré eux cette illusion du bonheur matériel. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à un paroxysme. Nous nous sommes éloignés de la nature en restant sourds à ses messages. Nos villes sont polluées, encombrées jusqu'à l'immobilisme et à l'étouffement. Chacun dans sa petite boîte roulant pour aller s'enfermer dans une alvéole de sa tour. Le regard fixé sur les machines et les écrans. Sommes-nous prêts à repenser l'organisation de notre société, notre façon de produire et de consommer? Sommes-nous prêts à renoncer à l'exploitation de l'homme par l'homme et à l'épuisement inconsidéré des ressources naturelles? Sommes-nous prêts à sortir de la domination de l'argent tout-puissant pour lui redonner sa mission d'outil d'échange et de mesure au service d'un projet de société humaine? À travers vous, hommes et femmes éclairés, acteurs de ce changement que nous voulons, je m'adresse aussi à tous les jeunes et les exclus de ce monde, qui, dans leur fatalisme, croient de moins en moins à une politique qui ne les concerne plus. Les jeunes d'aujourd'hui renient de plus en plus cette société injuste et privée de sens dont ils se sentent exclus. La véritable crise de notre époque n'est-elle pas celle de la démocratie, plutôt que cette crise économique et financière mise en avant tous les jours dans les médias? Pour nous, c'est notre objectif le plus noble que de redonner l'espoir d'une démocratie effective, à l'écoute du citoyen, prêt à exercer sa responsabilité. La charte de la Terre, vous disais-je, commence en nous rappelant que nous vivons un moment crucial pour l'humanité. Mais pourquoi avons-nous pris conscience de la gravité de cette situation maintenant? Sans doute parce que les avancées de la recherche et de la technologie nous permettent aujourd'hui d'être mieux informés, de communiquer d'un pôle à l'autre, d'un hémisphère à l'autre, au moment même de l'événement. Nous ne pouvons plus ignorer ce qui se passe ailleurs. Notre génération a une grande responsabilité et se trouve dans la situation de ceux qui peuvent rester dans l'histoire comme coupables de non-assistance à vie en danger. Nous-mêmes, à France Liberté, l'avons ressenti fortement lorsque nous avons commencé à travailler sur l'eau. Malgré le constat de son importance vitale pour l'humain et pour tout être vivant, l'eau reste encore considérée comme une ressource à exploiter, un bien économique, une marchandise comme les autres. Pour l'avenir, des propositions s'instaurent et nous avons le devoir de le faire entendre à nos gouvernements. L'eau est aujourd'hui le symbole de ce virage. Nous devons savoir distinguer dans une économie équilibrée au service de la vie les biens matériels qui peuvent être commercialisés dans une logique de marché et les biens vitaux qui doivent rester sains, libres et accessibles à tous. C'est pourquoi l'éthique, valeur trop souvent oubliée et bafouée dans ce monde, doit nous guider aujourd'hui dans la construction de notre avenir.